C'est une rencontre particulière que c'est au seuil de l'autre aujourd'hui. Si proche et pourtant à distance, entre la Bourgogne et Paris, celle que je reçois, je l'ai connue de par ses livres depuis très longtemps. Je connais sa voix, mais oser l'interviewer est pour moi à la fois un grand honneur et une grande joie. Françoise Lefebvre, bonjour. Bonjour. Bonjour Jeanne. Vous êtes femme de lettres, donc écrivain, des livres, des prix, une vie qui est un destin, un long silence et un retour. Mais vous êtes avant tout une insoumise. Quand vous est venue cette insoumission, Françoise? L'insoumission? Oui. Oh mon Dieu, je crois que j'ai toujours voulu naviguer ou cheminer à côté non pas des lois, mais de ce qu'on vous assène, de ce qu'on attend de vous. Mais c'est pas une insoumission qui se voit chez moi. Oui. Elle ne se voit pas. Je n'ai jamais cherché à l'afficher. Je pense qu'elle était très intériorisée. Et alors, moi j'appellerais ça profil bas. Et ça a été votre force? Ça va un peu avec ce que vous souleviez, je ne sais plus sur quoi. Moi, La docilité? Non, c'est une fausse docilité. Bien sûr. Mais c'est vraiment quand même courber les chines, attendre que la fureur se passe et les injustices ou ce qui est incompréhensible pour d'autres. Et ça, c'est depuis l'enfance. Oui. Donc, profil bas. Très bien. Françoise, vous avez été œuvreuse à l'Olympia. On va faire un petit chemin vers le temps d'avant. Vous avez été œuvreuse à l'Olympia, 2 enfants qui vous ont été retirés parce que leur père peintre qui était parti au loin et vous avez abandonné. Vous étiez dans une chambre glaciale à la Bastille. Et un miracle. Je vous dis un nom, vous dites un écho. Jean-Jacques Pauvert. Quel écho? Oui. Alors, Jean-Jacques Pauvert, comme je l'ai écrit dans mon dernier livre, enfin le dernier royaume, ça a été vraiment le magicien de ma vie. Sans lui, je ne serais pas là où j'en suis. Enfin, non pas que je suis très loin, mais simplement, il a fait éclore ce qui était en germe depuis toujours. Et ce qui était aussi à la fois une souffrance, une attente, un abîme, et une espérance très forte de quelque chose à venir que je ne savais nommer. Et je sais à peine le nommer aujourd'hui. Et ça aboutit sur l'écriture, mais qui était enfouie en moi. Vous savez, c'est comme un travail peut-être d'archéologie. Et je n'osais le nommer parce que j'étais si mauvaise à l'école que je pensais que écrire c'était lié à l'orthographe, à la grammaire, à avoir beaucoup lu. Et donc c'était pas pour moi. Et néanmoins, une voix très impérieuse se faisait entendre. Et je savais pas, je n'osais confier ça à personne. Et c'est lui qui l'a décelé. Voilà. Alors, voilà, des éditeurs comme lui, il n'en existe plus. Oui. Je pense par bonheur, Jacques Flamand, mon dernier éditeur, oui, il a ce don. Vous avez donc écrit La première habitude. La première habitude, vous dites, mon habitude ressemblait à une marche le long d'un chemin bordé de sapins. J'avais 20 ans. J'avançais avec la force de ceux qui savent tirer des traîneaux, corsage ouvert sur le givre, le froid planté comme une lame dans les gencives. Rien ne m'importait que d'avancer. Et vous avez eu le grand prix des lectrices de L pour ce livre. La première habitude, qu'est-ce que vous direz aujourd'hui? Alors, écoutez, la première habitude que j'ai commencé d'écrire, alors j'étais toujours bien sûr ouvreuse à l'Olympia, et puis je rencontre Jean-Jacques Pauvert en janvier 72, et là quand il me dit écrivez, je retourne la nuit après mon service d'ouvreuse et je me lance dans cette chambre glacée de la Bastille qui était à la fois, je l'ai compris,
dans une solitude extrême, séparée de mes enfants par toutes les affres de la vie, c'est-à-dire être absolument fauché, ne pas pouvoir payer quoi que ce soit avec ces minables pourboires de l'Olympia. J'écris avec ce sentiment que ma vie commence là. Oui. Elle va commencer là. Quelque chose va arriver d'immense. Quelque chose me rattrape. Ou je rattrape quelque chose de perdu depuis longtemps. Enfin, de perdu, mais aussi de piétiné, de bousillé, de vraiment de fouler aux pieds. Quelque chose m'est restitué. Et c'est là que commence le royaume, finalement. Et le soir, la nuit, enfin, j'écris avec toute cette confiance que me faisait Jean-Jacques Pauvert. Oui. Et j'ai cette impression dans cette chambre absolument glacée, où je suis fauchée, où je ne mange pas, où je sais que quelque chose d'immense va m'arriver. Je pense à tout ce qui est arrivé d'extraordinaire aux gens qu'on enferme, qu'on emprisonne, et que c'est dans des lieux de souffrance et de solitude qu'au fond, on arrive à écrire un premier mot, une première phrase, parce qu'il faut parfois des épreuves comme celle-ci. Et de plus, je ne considérais pas que c'était vraiment une épreuve. Je savais que c'était une case, oui. Comme une case obligatoire sur un jeu d'échecs, quoi. C'était la case d'où il me fallait repartir. Et je savais que c'était de là que tout allait recommencer. Vers où, je ne savais pas. Mais j'écrivais dans le métro, j'écrivais parfois dans des cafés, j'écrivais malheureusement pas à l'Olympia parce qu'on avait les poches cousues dans notre habit de groom. Et j'écrivais partout où je pouvais, debout, assise, enfin, partout. Tous les mots qui me poursuivaient depuis toujours, j'essayais de les attraper. Vous savez comme on attrape les papillons quand on est petit. Voilà, mais il n'y a plus de papillons, malheureusement. Vous avez, en tout cas, continué avec L'or des chambres. C'est votre deuxième ouvrage, toujours chez Pauvert. Ce titre, L'or des chambres, c'est un très beau titre parce que on a l'impression qu'on est dans quelque chose de clos, mais en même temps, il y a plein d'étincelles. Et il y a dedans tout ce vide. Toute cette femme, il y a des choses magnifiques. Ce sont des cris dignes d'une anthologie des chagrins d'amour, dira de vous dans le Figaro, je crois, Jean Chalot. Voilà. Ah oui, c'est le livre d'une amoureuse. Oui. C'est le livre d'une amoureuse qui a perdu d'avance, mais qui veut offrir à son amant perdu, elle veut lui offrir ce qui lui reste, c'est-à-dire des mots d'amour qui surpassent son chagrin et l'absence. C'est un livre sur l'absence. Sur l'absence, oui. Oui, c'est un livre sur l'absence parce qu'au fond, on ne peut pas toujours vivre dans une intensité amoureuse. On sait bien que on est dans le perdu tout de suite, pratiquement. C'est comme ça, peut-être les ressentis, sans pouvoir même mettre des mots dessus. Je ne pouvais mettre des mots qu'en écrivant ce livre. Voilà. C'est des cadeaux suprêmes, c'est des dons suprêmes, c'est-à-dire j'ai été j'ai aimé jusqu'à vraiment mourir, mais tout m'est retiré, mais je continue d'aimer, et pas dans la fureur, pas dans la vengeance, pas dans la revanche, mais dans une sorte d'amour que je peux peut-être sauver avec les mots. Si aujourd'hui je fais un peu le retour par les titres de vos livres, c'est parce que tout simplement c'est la même femme, c'est la même personne, et c'est un cheminement où on avance à la fois avec vos grands sujets, en quelque sorte, l'amour, l'absence, l'oubli, la lumière, l'enchantement,
Voilà, donc je vais passer à un autre livre qui a compté pour vous, c'est Le bout du conte. Dans Le bout du conte, je crois que vous parlez de cet homme qui a énormément aimé votre mère et qui vous a aimé, il a aimé tous ses enfants. Cet homme qui a été à la guerre, qui est revenu, qui a eu un poste à l'Éducation nationale et qui un jour est parti, on ne sait pourquoi, avec un fusil et il s'est un revolver, pardon, il s'est suicidé. Et vous dites quelque chose de formidable, qui est très beau. Ainsi, on peut partir un jour, on peut saisir son revolver sur la dernière planche de l'armoire, le glisser dans sa sacoche, acheter un billet de train, tout mettre en œuvre pour que la famille ne soit pas inquiétée, régler le moindre détail, et pouvoir jusqu'au bout être un bon père de famille. C'est extraordinaire. Et bien sûr, vous écrivez ce livre. Grande douleur de ma vie, ce papa qui m'a adopté, puisque je n'étais pas sa fille et je n'ai jamais senti de différence. Et il avait le don admirable d'éduquer. Il a fait tout ce qu'il a pu pour nous donner une éducation. Il était tellement bienveillant. Écoutez, je crois qu'un drame pareil, je n'aurais pas imaginé au sein de cette fratrie, qui n'était composée que de filles, 5, que cette chose-là puisse arriver. J'ai compris la détermination que pouvaient avoir les adultes, leur secret inavoué, inavouable, leur douleur. J'étais attentive à ça quand j'étais petite. Vous avez écrit aussi un très beau livre que j'aime beaucoup. C'est Mortel Azur. Mortel Azur, vous avez cette phrase. Vous dites « J'invente que tu existes pour ne pas mourir ». Ça aussi, c'est un livre d'amour et d'absence. Oui, alors Mortel Azur, c'est toujours... il paraît qu'on écrit toujours le même livre. Oui, d'une certaine façon, c'est pas tout à fait faux, en tout cas chez moi. Mortel Azur, c'est aussi le livre de la perte, d'une certaine perte. Oui. Moi, je crie dans le perdu tout le temps, je ne sais pas ce qu'il fait, mais... Mortel Azur, c'est aussi, au fond, le constat que l'amour qu'on espérait n'est jamais celui-là, voilà. Oui. Il faudra le vivre autrement. Il faudra, si on veut que ça dure, il faudra faire autrement. Il faudra accepter des métamorphoses. Il faudra vraiment s'auto-métamorphoser. Je ne sais pas si ça se dit, mais il faudra faire de soi une autre personne. Et avoir d'autres paramètres, d'autres perspectives, une autre idée sur l'amour, mais pas celle-là avec laquelle on est né et avec laquelle, pas celle, vous voyez, de l'amour fou du début, la rencontre, tout ça après devient déliquescent. Il faut faire avec cette déliquescence. Il faut faire avec cet autre ruisseau, les autres paramètres. Autrement, ça va mourir. Ça va mourir. Pour de bon. L'amour, vous en êtes tellement capable que vous avez écrit un livre magnifique qui est Le Petit Prince Cannibale. Je vais juste revenir un tout petit peu sur ce livre, mais surtout sur l'histoire. Vous avez eu un fils. Vous aviez remarqué qu'il ne parlait pas beaucoup. Oui, il faisait plus que ne pas parler. Oui. C'est un enfant, dès l'âge de 6 mois, j'ai compris que quelque chose se passait. Oui. Mais je me suis dit, bon, ça n'est pas le même père, je n'ai jamais eu de garçon, c'est peut-être comme ça des garçons. Je voyais quand je tenais ces petits mollets, quand je le changeais, et qui se raidissaient comme un petit coq, c'était étrange. Et puis cette éviction du regard chez un bébé, c'est étrange. Moi qui adore les bébés, qui aime les pétrir, qui aime vraiment les porter, les caresser, celui-là se raidissait tout le temps. Et puis par la suite, il ne supportait pas d'entendre, par exemple, le cri d'une tourterelle, le chant d'une tourterelle. Il ne supportait pas de voir de la fumée s'échapper d'une assiette de soupe. Et il se mettait à hurler. J'ai trouvé ça très étrange. Et puis après, il y a eu bien sûr aucune parole, bien qu'il ait prononcé des premiers mots vers 6-7 mois, curieusement.
Et puis, alors, refus de déféquer, refus de mâcher et refus de parler. Alors, pendant 6 ans. Alors ça, c'est un peu rude. Plus des colères, mais terribles, au point de se rouler n'importe où dans la rue. Et puis, oui, je me souviens d'une scène où il avait tiré une ficelle bolduc et il embobinait toutes les chevilles des gens dans un magasin. Et il n'y avait pas moyen de l'arrêter. En fait, il voulait les constituer prisonniers. Je crois que c'était ça. Et vous vous êtes heurté parce que c'était quand même à cette époque très difficile de parler de l'autisme, vous vous êtes heurté à ceux qui voulaient soigner votre enfant, en même temps, sans que le mot soit dit, qui voulaient l'enfermer. Et vous avez refusé tout ça. Alors, il voulait même pas le soigner, il voulait le boucler. Boucler, voilà. Alors ça, sa vie était toute tracée. Hein. C'était, il ira là, c'était à Dijon, Clos-Chauveau, qui est un endroit où on met les enfants qui ont des particularités. Et puis bon, et après il ira là, et là, quand j'ai entendu ça, là c'est toujours pareil, hein, profil bas. Oui. Profil bas. Oui. Je ne dis rien, je ne fais pas ma révoltée, je ne monte pas sur les ergots, non, j'écoute et j'agis. Parce que je comprends alors qu'on ne parlait pas de grand chose à l'époque, je dis non, moi je vais être capable de m'en occuper, j'abandonne tout. J'abandonne l'écriture, j'abandonne les voyages, j'abandonne certains plaisirs, j'abandonne ma liberté et je vais m'engouffrer dans cette histoire qui est finalement à la fois rocobolesque, romanesque, enfin abracadabrantesque, je sais plus comment on dit ce mot, et je vais vraiment lui infuser ce que j'ai d'énergie. Je me sentais une énergie considérable et je sais que je vais l'amener au monde, je sais que je vais y arriver, mais surtout je la boucle, je la ferme, je ne dis rien, je ne fais pas part de mes doutes, ni de mes heurts, ni de mon angoisse, ni de ma tristesse, ni de rien, ni de ma fatigue. Oui, parce que vous étiez fatigué. Je ne dis rien, et je ne dis rien non plus à tous mes tout proches de ma famille, de façon à ne pas les accabler et qu'on ne m'envoie pas dans les gencives. Laisse les professionnels faire les choses. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, vous dites j'aurai ce problème avec tout le monde. Personne ne veut accepter de savoir d'où tu es parti, où tu vas arriver. Et j'étais seule, j'ai toujours puisé mes forces dans l'adversité. Et vous dites aussi, ils disent qu'il faut t'envoyer le plus loin possible et que cela t'apprendra à vivre. C'est terrible de lire ça, surtout de savoir que c'était vraiment dit. Alors qu'aujourd'hui, le combat de l'autisme est un combat quand même qui est reconnu. On a d'autres méthodes, mais vous étiez seul contre tout le monde. Ah oui, je sais pas, je ne me suis confiée à personne, sauf au cahier dans lequel j'étais en train d'écrire les débuts, les prémices du Petit Prince cannibale. Je savais, je me suis même pas rendu compte que j'écrivais quelque chose sur l'autisme. C'est ce qui a frappé tout de suite les lecteurs. Ils étaient un peu ennuyés avec le personnage de Blanche, qui était un peu la métaphore de ma souffrance, de mes manques, de mon arrachement à la vraie vie. Mais surtout pour moi, je suis vraiment faite de silence, c'est-à-dire ne confier rien à personne, ne rien dire ni de ma détresse, ni de mes doutes, ni de ma fatigue, surtout ne rien dire, parce que ça génère tout de suite des malentendus, et je n'avais pas de réponse pour ces malentendus, je n'avais pas d'explication, je n'avais que
c'est un peu peut-être irrationnel, mais je crois que c'est pas si irrationnel que ça. Non. Je crois que la stimulation dans tous les domaines, que ce soit l'Alzheimer, je ne connais pas, que ce soit des gens en détresse, vous savez, enfin, qui ne parlent plus, qui vont bientôt mourir. Je crois que plus on les stimule, ils n'ont pas perdu tout, hein, et je crois qu'on peut les stimuler. Et c'est ça qui manque aussi à notre société dans ces domaines-là. Bien sûr. La stimulation, c'est parfois prendre une main, mais c'est aussi peut-être un massage, c'est sans arrêt remettre les choses. C'est le tactile qu'il faut remettre à la place aussi. Oui, mais aller chercher ce qui sommeille au fond des êtres, ça a toujours été mon truc, hein, Marois, mais je n'ai jamais su mettre de mots là-dessus, je ne savais pas que c'était mon affaire. C'est une sorte de côté Pygmalion, quoi. J'ai besoin de sortir chez les êtres, comme je l'ai fait avec mes enfants. Hugo Oriot aujourd'hui. Le plus créatif, quoi, enfin, ce qui est créatif. Hugo Oriot aujourd'hui a écrit L'empereur, c'est moi. Donc, votre fils est quand même non seulement sorti un peu grâce à vous, et avec vous, et grâce à lui, bien sûr, et toute la famille, de tout ça, mais en plus, vous lui dites, je suis très heureuse d'être ta mère. C'est très beau ce que vous avez écrit. Ah oui, oh oui, bien sûr. Ah ben s'il faut bien un petit peu des mots d'amour. Vous avez de très belles photos avec lui d'ailleurs. C'est consolant, c'est fortifiant, c'est vivifiant. Ouais. Il faut oser parfois dire des mots d'amour. Moi je suis assez pudique, donc je n'ose pas toujours, mais je crois que c'est important, quoi. On peut pas dire ça uniquement sur son lit de mort, hein, quand on est encore un peu conscient. Il faut un peu saupoudrer la vie avec ces choses-là qui sont belles. Soi-même, on aime tellement entendre des choses qui vous vivifient, qui vous rendent meilleur, qui vous rendent un peu à vous-même, quoi. Un peu comme l'amour, quoi. Alors quand il n'y a plus d'amour, eh bien, il faut prendre toutes ces petites choses qui sont comme des oiseaux qui volent, et c'est voilà, on a entendu ça, et en vieillissant, je remarque qu'on entend les mots d'amour qui ont été prononcés il y a très très longtemps, oui. Et ils vous aident, ou les choses aimables qui vous ont été dites quand on est dans une période de blues et que ça va pas du tout, eh bien c'est incroyable. Alors moi je me fortifie avec ça actuellement. J'entends des choses dites il y a très longtemps, je revois les regards qui se sont posés à un moment donné de façon aimable, que je n'ai pas su peut-être déchiffrer sur le moment, ou que j'ai été gênée de déchiffrer peut-être, et tout ça m'entoure, ça fait une sorte de ronde autour de soi, une ronde merveilleuse et très consolatrice. Françoise Lefebvre, Blanche, c'est moi, ce livre où on a l'impression que c'est un testament, comme s'il fallait pas oublier que Blanche c'est vous criez Blanche c'est moi, c'est un cri de révolte, et qui a pris la forme d'un roman bien sûr, et on voit passer toutes les femmes des autres livres. Elle est où Blanche aujourd'hui? Alors Blanche c'est moi, c'est un livre qui est paru chez Actes Sud, oui. Qui curieusement d'ailleurs n'a pas eu beaucoup d'audience. J'avais dit à Hubert Nissen, qui était mon éditeur à l'époque, oui, mais Blanche chez moi, ça m'est venu comme ça parce que il y a cette Blanche qui accompagne le petit prince cannibale. Hein, oui, bien sûr. Et j'avais envie de l'extirper de là pour dire, oui, Blanche, c'est pas seulement cette cantatrice au mitaine, rongée par un épouvantable cancer qui est le mycosis fongoïde, parce qu'il se voit celui-là, hein, il se voit, et pour une femme c'est terrible, et pour un homme aussi sans doute, mais je voulais délier Blanche de cette fibre, de ce côté romanesque dans laquelle au fond on m'avait un peu contrainte, et en fait, vous voyez, la ramener à moi. Oui. Finalement, hein, je ramène un peu tous les choses à moi comme ça, mais bon, je suis écrivain, l'auteur de mes textes, et j'estime que c'est sans doute le seul espace de liberté qui m'est donné, et j'entends le garder et naviguer à vue comme je l'entends dans cet espace-là.
qui est le mien. Et d'ailleurs, Hubert Nissen dira, ce n'est pas seulement une créature de papier, et Françoise Lefebvre a voulu ramener Blanche comme un être de chair. Ce qu'il avait écrit à l'époque. Blanche, c'est elle. Françoise Lefebvre éclate. Voilà. Françoise, vous avez eu, je continue un peu dans les livres parce que c'est un peu le tracé de votre vie, vous avez écrit La Grosse. La Grosse, c'est un livre d'une femme que rien ne prédestinait à être garde-barrière. La Grosse, Pierre Perrin écrira ce bref ouvrage, 107 pages dans un petit format, est sans doute le plus pur roman de Françoise Lefebvre, celui où le personnage crève l'écran de la fiction. Il a écrit ça dans Les caresses de l'absence chez Françoise Lefebvre. Et vous dites, à un moment donné, cette phrase sublime, ici, dans ce jardin, tout près de la voie ferrée, c'est Babylone qu'il recrée. Céline n'est plus trop grosse. La Grosse, alors. Oui, alors La Grosse, écoutez, elle est venue comme ça spontanément, tout d'un coup. Bon, moi j'ai été assez enrobée dans ma vie à certains moments. Toutes mes grossesses, je me suis pris 25 kilos à chaque fois, donc je sais ce que c'est que de marcher avec autrement, de se mouvoir autrement. J'ai eu une amie qui était très forte et je la trouvais très belle. J'ai aimé ce côté un peu baleine, ça me plaisait beaucoup. Et en même temps, j'ai voulu coller, j'ai fait un effort romanesque, puisque j'ai écrit à la troisième personne. Oui. Je crois que c'est le seul livre peut-être écrit à la troisième personne. Et j'ai voulu en faire une femme magnifique. J'ai voulu en faire, comment vous dire, un blason extraordinaire, une femme solaire et à la fois aussi nocturne, mais surtout solaire et attaquée par les autres. Comme j'ai pu le voir et comme j'ai été moi-même pour d'autres raisons. Par exemple, la scène où elle est poussée dans les trous des bouchers, elle m'est arrivée réellement, cette scène. Ah bon? Elle m'est arrivée quand j'étais avec le peintre et que j'étais très maigre par contre, et il y a des gens qui se sont précipités sur moi avec des yeux qui étaient qui me j'ai connu vous avez connu ce rejet, un truc de sorcière, voyez. Oui. Alors que je tenais un enfant dans mes bras qui était ma fille aînée. Alors mon seul système de défense à ce moment-là, ça a été de faire un signe de croix pour les chasser. Oui. Eh ben, ils sont tous partis comme des rats. C'est fou. Et alors j'avais l'impression de me trouver dans une dimension qui n'était même plus la vie. Enfin, j'avais 21 ans. Oui. C'était sur un marché, le marché d'Antibes. Voilà. Et à ce moment-là, une pauvre fille misérable, assise dans une voiture d'infirme, vient vers moi. Vous savez, c'est la fin des marchés quand on ramasse les vieilles tomates, tout ça. Elle vient vers moi et elle me fait un compliment extraordinaire. Je n'ose à peine dire, mais elle me dit comme ça, alors que c'était elle-même un pauvre tas misérable, que la vie et l'infirmité avaient rendu misérable. Elle me dit, vous savez, ils font ça parce qu'ils sont jaloux, parce que vous êtes belle. C'est extraordinaire. Alors, là, c'est la première fois que quelqu'un me disait que j'étais belle, alors je ne savais pas. Et j'ai trouvé ça, vous voyez, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Vous poursuivez toute votre vie, ce regard. Et cette jeune femme, je ne l'ai plus revue. Elle est repartie sur sa chaîne. On dirait une scène, peut-être, de Buñuel, vous voyez, quelque chose ou alors peut-être de ce Suédois ou de ce Danois, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait Jour de colère, des nerfs, je crois qu'il s'appelait. C'est incroyable. J'avais l'impression d'être dans une scène hors norme, hors vie. Et vous voyez, la vie, elle est comme ça parfois. C'est un mélange de cruauté et de beauté.
très étonnant. Mais je peux vous dire qu'une foule en haine, je sais ce que c'est. C'est terrible. Peut-être que dans d'autres vies, je l'ai connu, j'en sais rien. Mais tout d'un coup, j'ai eu des réminiscences. Parce que rien n'obligeait ces gens-là à me pousser dans l'étal du boucher avec les crocs là qui étaient au-dessus de moi, et de me dire des injures, et en même temps de dire regardez ses yeux, mais c'est qu'elle nous regarde, regardez son regard de Jeanne d'Arc, alors c'est incroyable. Alors je me suis dit oh là là, je vais leur faire un truc, et le signe de la croix là, ça les a fait partir, ils ont eu très peur. C'est fou, c'est fou. J'ai saisi le truc, ses yeux de Jeanne d'Arc. J'ai dit, ah bon, vous allez voir un peu. J'ai trouvé un très beau texte de Christian Bobin sur vous. C'est sur votre livre, Hermine. Christian Bobin écrit, Hermine, c'est un livre dur comme une pierre. L'encre noire s'y trouve blanche comme en surface d'un poing serré, les veines gonflées, vidées de sang. Il n'y a que vous et la mort, face à face. Et dans le milieu des deux, un bébé brin de paille, le moindre courant d'air, et c'est fini. Vous dites ce qu'on ne dit jamais, que seul l'amour peut tenir tête à la mort. Minutieuse, chagrine, avare, à condition, bien sûr, que cet amour soit fou, étourdi de lui-même jusqu'à s'oublier, jusqu'à ignorer sa grandeur de lumière, de patience, d'attention. L'amour va chercher ce qu'il aime en enfer. L'amour avale l'enfer. Et Françoise Lefebvre avale l'enfer. C'est Christian Bobin qui a écrit pour Hermine. Hermine, c'est votre fille. Je crois que vous allez nous raconter l'histoire. Je crois qu'elle est née avant terme. Oui, écoutez, Hermine, j'ai eu le bonheur de l'avoir quand même presque 45 ans. Vous voyez, oui. C'est un peu de la folie. Il faut pas faire ça. Enfin bon, c'est très dur. Hermine s'est trouvée sans doute pas bien du tout à un moment donné. J'ai su le déceler. Je suis partie, j'étais seule à ce moment-là, et on m'a soulevé de terre et on m'a dit, c'était à 7 mois et demi, on m'a dit non mais vous restez là, on n'entend plus rien, le monitoring c'est zéro, voilà. Et puis on a fait une césarienne sans préparation, donc je me souviens encore parce que je l'ai ressenti. Et Hermine, la magnifique, est née et au bout de 2 heures, elle a eu une détresse respiratoire et tout ça a duré 1 mois et demi en soins intensifs. Et je ne l'ai pas quittée, je suis restée à l'hôpital avec elle. Et bon, il y a eu vraiment une semaine très très critique où chaque jour, je m'attendais au pire. Voilà, et j'ai connu ça, et c'est un service terrible parce que les bébés, et pour le personnel, les infirmières qui sont là, c'est un drame parce que ces bébés, il y a des bébés qui meurent, quoi. Et j'en voyais qui partaient. Et la tension, là, on n'a plus qu'une sorte de prière incroyable, d'énergie qui part vers l'enfant, et on ne sait plus, quoi, on ne sait plus, on prend des notes, et c'est un service très particulier. J'ai été tellement attachée que... c'est une grande musicienne aujourd'hui, Hermine. Hermine est une splendeur aujourd'hui, une vraie splendeur. Elle a le sens, elle est incroyable, elle se bat, elle est inouïe. Elle est en plus une musicienne merveilleuse. Elle a un sens de la vie, une amabilité, une affection. C'est une merveille. Voilà, j'ai abattu ma dernière carte. Et c'est une très très belle carte. Et puis Christian Bobin, que j'ai beaucoup fréquenté à un certain moment, m'a fait cette préface. En fait, c'était une lettre. Ah oui. Et je lui ai dit, Christian, est-ce que tu crois que tu me la donnerais comme préface? Est-ce que je peux m'en servir? Elle m'a dit oui. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Je vais passer rapidement, hélas, parce qu'on va peut-être manquer de temps sur vos autres livres, parce que vous n'avez pas arrêté d'écrire, et je m'arrêterai sur quelques-uns. Vous avez écrit ensuite « Surtout ne me dessine pas un mouton ».
c'était chez Stock Oui. en 95. Un soir sans raison, qui est très beau, très mélancolique, aux éditions du Rocher. Les larmes d'André Ardelais, aux éditions du Rocher en 98. Souliers d'automne en 2000. En Nous les choses se sont tues, aussi c'est magnifique, en 2000 toujours. L'offrande. Alma ou la chute des feuilles, je crois que c'est en 2003. Se perdre avec les ombres, vous avez eu le prix Marcel Aimé en 2005, et vous dites dans Se perdre avec les ombres. Alors le prix Marcel Aimé était, comment dire, géré et donné par Pierre Perrin. Par Pierre Perrin. Pardon. Oui, Pierre Perrin, oui, Voilà. c'est ça. Voilà. Alors j'en suis très heureuse. Hein. Pierre aussi, j'imagine, c'est grand écrivain, Pierre aussi. Dans ce livre, Se perdre avec les ombres, vous écrivez « Le miracle a eu lieu. Je trouve une réponse à mon chagrin, mais surtout je trouve un écho. Voilà ce qu'est un livre. Quelqu'un vous parle qui ne saura jamais à quel point on est soi-même, conforté par l'élan qui lui a inspiré la splendeur de cette phrase. » Donc l'écriture, toujours. C'est vous qui l'écrivez dans Se perdre avec les ombres. Ah bon, mais vous savez, je me souviens pas. Ah, c'est très beau. Je ne sais pas. Alors, oui, on ne sait pas. On s'adresse quand on écrit. Moi, je ne m'adresse à personne en particulier. J'écris parce que je ne peux pas faire autrement. Si on m'empêchait, c'est comme si on me pinçait le nez et qu'on me mette la main sur la bouche et qu'on me dise respire. Et je ne pourrais plus respirer. Donc, c'est une respiration et c'est quelque chose qui vous investit brusquement. Le problème, c'est que on est investi, ce sont des phrases cadeaux, j'appelle ça, cadeaux, qui généralement me viennent le matin, et la plupart du temps dans la salle de bain. Donc, j'ai un carnet, évidemment, parce que je les note très très vite en sortant de la douche. Vite, il faut noter ça, parce que je vais les oublier. Et puis après, il y a un vrai travail qui commence. Quand j'ai plusieurs phrases, je me dis, mais finalement, je veux dire quelque chose, mais quoi ? Et pour moi, c'est une interrogation, et ça, c'est une souffrance. Je ne sais pas ce que je veux dire et à qui je m'adresse. Et les phrases me tournent. J'ai souvent cette image des abeilles furieuses. Vous savez, une abeille furieuse, Oui. c'est rigolo, hein. Oui. Alors donc, la phrase, elle tourne. J'arrive à la capturer. Je la mets sur papier. Et puis, après, qu'est-ce qui va venir ? Alors là, c'est difficile après. Parce qu'il faut que j'entre dans une dimension. Je ne sais pas où est cette dimension. En moi-même, à l'extérieur, je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais. Mais je sais qu'il faut que j'entre par cette espèce de tunnel et que j'accepte d'y être enfermé un certain temps. Alors ça coupe des autres, ça coupe de la vie. Oui, il faut faire une sorte de gymnastique un peu cérébrale, mentale, pour dissocier les choses de la vie qui viennent vous enquiquiner souvent et cet autre appel qui est un appel très impérieux, très exigeant et parfois un peu mortel, quoi. On est dans une dimension qui frôle. Je sais pas ce que ça frôle, mais c'est comme si on volait sur des lacs un peu sombres, hein, oui, où on risque de tomber quand même. Il y a eu d'autres livres aussi. On risque d'être englouti, voilà, c'est ça. Alors, il faut tenir debout. Hein. Alors moi, les enfants m'ont tenu debout. Oui, d'ailleurs, vous le dites aussi dans la consigne des minutes heureuses. Vous parlez des enfants, vous parlez des crimes qui sont faits à l'échelle gouvernementale, de ces enfants à qui on fait faire 50 heures par semaine alors qu'on demande 35 pour les adultes, entre les devoirs faits à la maison, l'école, l'instrument de musique. 100 000 fois, on ne les prépare que agités à un monde agité. Il y a eu un autre livre aussi, un album de silence, où vous dites que plus que jamais, écrire devient un acte de résistance. Hélas, on n'a pas le temps de s'attarder sur tout ça. Et puis, il y a eu Le Retour au Royaume, avec Jacques Flamand, le passeur, à son tour, qui a fait jonction avec le premier éditeur et lui. Pauvert Flamand, c'est comme un point de rencontre. Et Françoise Lefebvre est repartie dans son royaume. Alors, racontez-moi un peu Le Retour au Royaume. Oui, j'ai mis quand même 12 ans. Hein. Il y a eu 12 ans de silence, qui comporte aussi le deuil de Jean-Jacques Pauvert.
Il a lu les 5 premières pages. Je sais ce qu'il m'en a dit, ce sont ses derniers mots pour moi. J'avais besoin de son avis, mais bon, très souvent, je lui téléphonais et pour savoir des choses sur l'écriture, sur ce que j'étais en train d'écrire. Et oui, écoutez, je l'ai quand même construit, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de l'oublier. Oui. C'est très important d'oublier un livre, c'est un luxe, vous me direz peut-être, mais je l'ai mis de côté pendant 4 ans, par exemple. Je ne l'ai pas relu, j'ai rien ouvert. Et puis je l'ai repris, je l'ai relu. Et là, c'est comme si c'était pas moi qui l'avais écrit. Donc j'ai un jugement, mais qui est vraiment impitoyable. Impitoyable. Et ça, vous voyez, cette distance que je me suis autorisée me donne la possibilité de corriger et d'être au plus... Je voulais le plus nerveux, le plus sec dans ce livre, qu'il n'y ait aucun adjectif, aucun adverbe, inutile. Je voulais vraiment une essence absolue, comme on le dit en parfum, vraiment une essence absolue, hein, c'est le mot. Et je crois que j'ai compris que c'était un livre. J'ai compris un peu tard qu'il fallait que je m'adresse entièrement à Jean-Jacques Pauvert. Par pudeur, je ne l'avais pas fait lors du premier jet. Et puis que c'était sans doute un peu un livre testamentaire où je pouvais aussi me permettre de revisiter mes propres livres, ma propre vie, voilà, retourner dans ce qui me faisait plaisir, que personne n'avait rien à me dire là-dessus, que c'était ma liberté. Et vogue la galère, hein, voilà. Et vogue la galère, elle a très bien vogué, puisque c'est Jacques Flamand qui m'a publié. C'est un très beau livre d'ailleurs, parce que dans ce livre, il y a une vie de femme, une vie de mère, l'écrivain, il y a tout. Et en même temps, il y a ce que je vais vous poser, un peu comme un questionnement de fin, de la fin de cette interview, votre crainte de l'oubli. Vous aviez peur d'oublier, de ne pas avoir le temps de... On retrouve ça dans Le Retour au Royaume, cette crainte de l'oubli. Alors, l'oubli, c'est... franchement, moi, ça m'est égal, hein, si on m'oublie. On me retrouvera sans doute 50 ans après, d'abord, je pense. Mais vous ne voulez pas oublier vous-même, vous voulez consigner. Ah, moi, je ne veux pas oublier, oui. Je ne veux pas oublier tous les grands instants, les minutes heureuses, les heures fabuleuses, les nuits d'amour, les instants. Je ne veux pas, je veux tout consigner, voilà. Et ça, c'est difficile. François Lefebvre, quels sont vos regrets aujourd'hui, si regrets il y a, si c'était à refaire? Alors, le regret, c'est peut-être Alors, mes regrets, c'est de ne pas toujours avoir osé. Oui. Que ce soit en amour, que ce soit... mes regrets, c'est peut-être d'avoir été trop pauvre à un moment donné pour m'occuper réellement, notamment de mes 2 premières filles, de pouvoir leur donner l'éducation que j'ai pu donner à Hermine. Mais il faut dire qu'Hermine y a bien répondu aussi, parce que ça demande des efforts considérables de sa part. Hein. Mes regrets... oui, peut-être de ne pas avoir connu mon père biologique, mais ça c'est un livre que je crois que vous n'avez pas lu, je vous avais promis de vous l'envoyer, je ne l'ai pas fait. Moi je suis née, un enfant de la guerre, je suis née d'un père prussien. Oui. Je suis née d'un père dont j'ai connu l'identité, c'était une famille, je l'ai écrit en toutes lettres dans ce livre, donc von Tresckow. Et von Tresckow, c'était des gens qui ont comploté contre Hitler et qui ont fait une 12aine d'attentats contre lui, et un qui a malheureusement échoué quand Hitler a reçu la table de chêne sur la figure, oui. Et qu'il a été sauvé par cette table. À ce moment-là, cette personne de ma famille, qui est Henning von Tresckow, a dû se faire sauter avec une grenade. Puis
il a été pendu après déterré, montré à la vindicte populaire. Enfin bon, c'est une branche que je ne connais pas. Oui. Parce que j'aurais aimé connaître un peu plus. Je connais un peu leur visage, je connais un peu tout ça, mais voilà. Quelles sont vos joies aujourd'hui? Mes joies tournent beaucoup autour des enfants. Alors on va dire leur nom peut-être. Il y a Rebecca de Cachard, Olivia. Alors, il y a Olivia l'aînée. Oui, Lefebvre. Rebecca. Hugo. Dont le père est en train de mourir. Donc c'est le héros de la première habitude. Et il y a Hugo. Bien sûr. Et Hermine. Voilà. Ce sont vos forces vives. Ah oui. Moi, je n'ai pas connu d'épreuves dans ma vie. Je n'ai connu que des épreuves à ma mesure. C'est extraordinaire ce que vous dites. C'est extraordinaire ce que vous dites. Quand on connaît votre vie. Non, mais qu'à ma mesure, c'est des choses qui vous permettent justement de vous battre, qui attisent les forces vives ou endormies, qui vous régénèrent finalement. Parce qu'une vie sans se battre, ça n'est pas possible. Donc, c'est que ça seulement. Non, les grandes épreuves, je ne les ai pas connues. J'espère j'en connaîtrai forcément, mais non, à l'âge que j'ai maintenant, je trouve que j'ai été une grande privilégiée. J'ai été très très privilégiée parce que il m'a été donné un don que je n'ai pas osé au départ utiliser pour moi-même. Donc j'ai confondu ce don. Je n'ai pas osé l'utiliser et je l'ai toujours voulu le fusionner avec des êtres dont je croyais que c'était l'amour, avec lesquels je croyais que c'était l'amour. Donc j'ai fait du peintre de la première habitude un peintre. J'ai toujours été jolie Pygmalion. Ouais. Et je n'ai pas osé faire ça pour moi. Et c'est seulement Jean-Jacques Pauvert qui m'a restitué ce que moi-même je n'avais pas osé prendre, que je n'avais pas osé accepter de la vie, ce cadeau qui m'était fait. Et ça vient aussi de l'école quand même. Hein. L'école m'a quand même bousillé. Je suis désolée, je sais que l'école a fait beaucoup de bien à beaucoup, mais pour moi, elle a été navrante. Parce que c'est l'école qui a commencé à me tuer quand même, à tuer en moi ce don. Oui. L'école j'ai compris que j'étais différente. Et vous savez, aujourd'hui, je me demande si quand même il n'y a pas une part autistique en moi que je crois pouvoir reconnaître aujourd'hui quand je passe tout le film de ma vie. J'ai des traits autistiques évidents. Je me suis débrouillée avec, mais je ne savais pas quel nom mettre sur ce mal-être que j'avais notamment avec la lumière, avec le bruit, avec les lieux bruyants, avec les autres. C'est un mal-être profond et avec le silence. Le retrait. Oui. Voilà, vous m'avez dit, Émile, aujourd'hui, la solitude et l'ombre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le soleil, mais vous m'avez dit ça hier. Cette interview est un peu longue, mais je la laisse telle quelle, parce que c'est un chemin de vie. Je l'aime beaucoup. Et en plus, je ne saurais pas aussi, il faudrait qu'on s'arrête sur le docteur, le professeur Jean-Claude Oriot, votre époux, oncologue et auteur du Printemps de Lazare, toujours chez Jacques Flamand, aux éditions Jacques Flamand, et vous l'avez écrit non pas une préface, mais une lettre très belle. En tout cas, vous avez joué d'un très beau instrument qui est le dernier livre, Le Retour au Royaume, où vous, vraiment, j'encourage tous nos amis, ceux qui vont nous écouter, à lire ce livre. Parce que ce livre, ce n'est pas, c'est pas seulement vous, votre vie, votre écriture, c'est de l'histoire aussi. C'est un temps qui passe et qui traverse, c'est une jonction de temps. Entre votre premier livre et aujourd'hui, et c'est un très beau livre aux éditions Jacques Flamand. Mais je voulais aussi vous dire, la photo que vous m'avez envoyée, que Hermine vous a prise et qui est tout au long de ce podcast, j'adore cette femme, si belle, comme apaisée, qui n'oublie rien, et ce sourire. Je regarde Hermine. Ah, c'est très beau. Elle m'a capté comme ça. C'était un moment où j'avais mis cette espèce de turban, et elle m'a dit au moment bouge pas, voilà. Et Hermine, elle me fait toujours très jolie photo. J'en ai d'autres où je trouve que c'est un peu dur, mais elle est très jolie cette photo. Là,
faut bien un peu narcissique. Oh, ça fait du bien, ça hein. fait du bien. Et je trouve que vous avez un sourire comme ça, vous êtes un peu penché, et c'est comme si vous disiez, ma vie c'est quand même une sacrée aventure. Et c'est une sacrée aventure, votre vie. Alors, cette photo, elle est amusante parce que, aussi, en la regardant, figurez-vous, si vous retournez lors des chambres dans l'édition originale, je crois que vous l'avez, oui, je l'ai. vous regardez la photo derrière, et celle-ci, vous verrez que curieusement, c'est le même angle. C'est fou, oui. Alors fou. ça m'a fait un drôle d'effet. Oui, Parce que quand je l'ai vu, je me dis, c'est curieux, ça me rappelle quelque chose. Et alors, il y a pratiquement 50 ans de différence, quoi. Et donc, c'est le même angle, exactement le même angle qui a été pris, 50 ans de... Elle est extraordinaire, cette photo. En tout cas, vraiment... je suis heureuse que vous l'aimiez. Beaucoup, parce que vraiment, elle est... C'est le regard d'Hermine, quand même. Oui. Et puis elle a ce côté un peu où une femme se penche sur sa vie, mais en même temps avec ce joli sourire. Sacrée aventure, sacrée vie. Françoise Lefebvre, un grand merci. Pardon de ne pas prendre plus de temps parce qu'on a envie de vous écouter des heures. Vraiment merci de nous avoir accordé... Merci à vous parce que vous êtes vraiment l'extraordinaire bienfaitrice. Oh, je vous en prie. Vous savez, quel bonheur d'être... quel bonheur cet entretien. C'est un bonheur, vrai bonheur pour moi parce que vraiment, en plus je trouve que vous avez cette énergie qui dit que vous avez une vie magnifique, sans épreuve, alors qu'on sait quand même que ça n'a pas toujours été facile. Ah non, mais c'est formidable, formidable. Je vous assure, juste des petites choses à ma mesure qui m'ont permis de prendre la mesure justement de ma combativité et du retrait dont je suis capable et dont j'ai besoin d'ailleurs. Non. Et puis vous savez, d'autres livres vont arriver. Hein. J'ai pas dit mon dernier. Ah non, mais on espère. Vous savez, le retour au royaume. J'ai pas dit mon dernier mot. Le retour au royaume, c'est un retour. Ce n'est pas. Le retour au royaume, ce n'est pas une finalité. C'est un retour pour repartir. Voilà. Donc on a fait à notre façon aussi un retour au royaume oral. Le royaume est grand ouvert. Voilà. Et dans chaque chambre, il y aura un livre. Ben, c'est formidable. Merci beaucoup. Un grand merci. Voilà. On a dû faire ça par podcast parce que nous n'avons pas pu nous rencontrer, mais ce n'est que partie remise. Donc nous terminons avec le générique de musique avec de Alain Warraud. Et un grand merci Françoise Lefebvre. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci.